Bonsoir à tous, voici le journal de Public Sénat, il est 19 h, voici les titres de ce mardi 7 juin. Le revenu de solidarité active bientôt réformé, l'UMP organise demain une convention dédiée à la justice sociale. Parmi les propositions, conditionner l'attribution du RSA à un contrat de travail rémunéré. On en parlera avec notre invité Hervé Novelli, secrétaire général adjoint de l'UMP. Le mystère demeure toujours sur l'origine de l'épidémie E. coli. 2 nouvelles victimes aujourd'hui, ce qui porte le bilan à 24 morts à travers l'Europe. La Commission européenne propose, elle, de débloquer 150 millions d'euros d'aide aux producteurs de fruits et légumes confrontés à l'effondrement des ventes. Enfin, nous parlerons du handicap. La conférence nationale a lieu demain. Le président de la République devrait s'exprimer à cette occasion et faire des propositions sur les thèmes de l'emploi et de l'école. La présidente du Conseil national handicap sera notre invitée. On commence avec la politique et les élections sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain. On croyait la foudre passer, mais l'ambiance au sein de la droite parisienne tourne à l'orage. Objet du litige, encore et toujours, la validation des listes. La commission d'investiture de l'UMP a pourtant validé hier soir la liste menée par Chantal Joanneau. Pas de quoi calmer la fronde des élus parisiens. La bataille de Paris ne fait que commencer, Jérôme Rabier. La guerre est déclarée pour les sénatoriales dans la droite parisienne. Malgré la liste officielle investie hier par l'UMP, des élus parisiens s'insurgent contre ce choix. En cause, l'éviction de cette liste de Pierre Charon, ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy. 6 maires UMP d'arrondissement sur 8 prônaient sa candidature, mais c'est un proche de François Fillon qui occupera sa place sur la liste UMP. Maintenant que la liste est investie par le parti, le débat est clos pour les heureux élus. C'est une liste qui rassemble des sortants comme moi-même, une ministre qui conduit la liste qui était souhaitée par le président de la République, donc pour moi c'est la bonne liste. Moi j'en ai un petit peu assez de ces élus qui veulent absolument forcer la main, il faut convaincre et c'est ça qui est important en politique et moi en tout cas c'est ce que j'entends faire et j'espère qu'on va y arriver avec cette liste. Et si les sénatoriales sont les prochaines élections, ce sont aussi les législatives de 2012 et les municipales de 2014 qui sont en ligne de mire des différents camps. Avec l'arrivée possible de François Fillon dès 2012 dans la capitale, une question prématurée pour certains. Je crois que le scrutin qui compte aujourd'hui, c'est les sénatoriales. Après, c'est le scrutin essentiel de la présidence de la République. Après viendra les législatives et les municipales, c'est une autre histoire et c'est dans pas mal de temps. Des sénatoriales qui servent donc à chaque camp pour s'armer en vue de futures échéances. Un jeu dangereux qui pourrait faire perdre 1 ou 2 sièges à la droite sur les 5 qu'elle compte actuellement dans la capitale. Des sièges qui pourraient également compter dans la bataille de la droite pour conserver le Sénat en septembre. Et le revenu de solidarité active est toujours un débat pour l'UMP. Une convention dédiée à la justice sociale est organisée demain. Son but, mettre fin à la polémique née des propos de Laurent Wauquiez sur le RSA et sur l'assistanat dans son ensemble. Une quarantaine de propositions seront débattues demain lors de cette réunion. L'UMP a clairement affiché son objectif. Les bénéficiaires du RSA devront travailler. Margot Aubrio, Bérangère Dinglas. Des heures de travail rémunérées à la place de travaux d'intérêt général effectués bénévolement. C'est la grosse différence entre la proposition de Marc-Philippe Daubresse et celle de Laurent Wauquiez. Mais dans les deux cas, en cas de refus renouvelé de ces contrats, le bénéficiaire verrait son RSA diminuer de manière dégressive. L'idée est de prévoir un contrat, peut-être 5 heures par semaine, avec une collectivité pour participer, moyennant bien entendu le salaire, participer à un travail d'utilité générale du style soutien scolaire, sortie d'école, accompagnement de personnes. Même si l'idée de remettre les gens au travail est bien là, la méthode n'est pas tout à fait la même et elle séduit davantage au sein de l'UMP. Si on leur propose du travail et qu'ils sont rémunérés même à la hauteur du SMIC, on ne peut être que pour. Il s'agirait de contrats aidés, financés par l'État et les collectivités locales, rémunérés au SMIC. Pour Valérie Létard, rien de très révolutionnaire. Il y a juste un problème de moyens et d'enveloppe. Donnons plus de contrats aidés aux territoires, aux arrondissements, aux directions du travail, pour pouvoir accompagner les collectivités et les associations. Mais pour certains, comme la sénatrice Sylvie Desmaresco, ancienne assistante sociale, favorable aux travaux d'intérêt général proposés par Laurent Wauquiez, cela pose d'autres problèmes. Je reste convaincue qu'on fait marche arrière par rapport à ce qu'avait proposé Laurent Wauquiez. Ils vont dépasser ou égaliser, être à égalité avec les personnes qui travaillent au SMIC et des fois des SMIC très bas. De toute façon, ce dispositif ne concernerait qu'une partie des bénéficiaires du RSA, soit environ 800 000 personnes, à condition que les départements acceptent de financer le dispositif.
La fiscalité du patrimoine agite les élus qui examinent en ce moment la réforme de l'ISF. François Fillon s'est opposé aujourd'hui à l'intégration des œuvres d'art dans le calcul de l'impôt, y voyant un coup dur pour le marché de l'art, alors que certains députés UMP avaient déposé un amendement en ce sens. Le Premier ministre qui en a profité lors des questions au gouvernement pour égratigner le bilan de la gauche en matière de fiscalité. Écoutez le Premier ministre. Est-ce que vous avez pris des mesures contre les paradis fiscaux? Jamais. Est-ce que vous avez pris des mesures contre les stock options? Jamais. Alors, la vérité, Monsieur Hérault, c'est que sur ces questions de justice sociale et de justice fiscale, on entend le Parti socialiste donner des leçons, on entend le Parti socialiste dénoncer les riches, mais sur cette question, je vais vous dire, vous êtes peut-être croyants, mais vous n'êtes pas pratiquants, et l'actualité nous l'a montré. Oui, et visiblement, cette attaque de François Fillon n'a pas plu sur les bancs de la gauche. Regardez ce geste d'Henri Emmanuelli, un doigt d'honneur assez furtif, mais visible pendant la séance des questions d'actualité, au moment où le Premier ministre s'exprimait sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Interrogé à la sortie, Henri Emmanuelli a parlé de fantasmes de journalistes en voulant on laisse juge aucun commentaire du côté de Matignon. François Fillon, qui ne manquera pas cette fois de s'exprimer après la remise du rapport du député UMP Éric Ciotti. 50 mesures pour durcir l'exécution des peines de prison. Un rapport remis au président de la République ce matin dans lequel il évoque notamment la suppression des réductions automatiques de peine. Un rapport que les sénateurs ont examiné à la loupe. Le reportage d'Aurélien Romano. Au Sénat, le rapport Ciotti dérange, à droite comme à gauche. L'opposition y voit un constat d'échec de la politique de Nicolas Sarkozy et pointe l'aspect populiste de certaines des 50 propositions du député des Alpes-Maritimes. Je pense qu'il y a des propositions qui sont d'une droite extrême, qui se veulent des propositions, comment vous dire, dures a priori en présentation, mais qui sont non seulement inefficaces, mais contre-productives, si on veut rechercher le meilleur moyen d'éviter la récidive. Le rapport Ciotti propose notamment de revenir sur le délai permettant un aménagement de peine. Un délai pourtant ramené de 1 an à 2 ans par la loi pénitentiaire en 2009. Pour le président du groupe centriste, c'est trop tôt pour une remise en cause. Si cette loi est mal appliquée, eh bien, regardons comment améliorer son application. Si à la marge, il y a des choses à changer, eh bien, nous pourrons éventuellement le faire. À droite, la perspective de voter une nouvelle loi dans la précipitation à moins d'1 an des présidentielles est très mal accueillie. Même le très réservé président de la commission des lois ne cache pas son énervement face à ce nouveau rapport. Ça fait 2 fois que M. Ciotti essaie de faire passer au Parlement sa proposition. Elle n'est pas passée. Nous restons fermement attachés au fait que les aménagements de peine soient de 2 ans. Et laissons la loi donner tous ses effets. Et puis dans 10 ans ou dans 5 ans, vous savez, on vote des lois, on les modifie 6 mois après. C'est détestable. Des lois dont le nombre est en constante inflation. Déjà 23 textes ont été votés sur le thème de la sécurité depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. L'épidémie E. coli, vous entendez parler de cette épidémie depuis déjà une semaine. L'origine de la bactérie mortelle qui touche l'Union européenne reste toujours un mystère. Le gouvernement allemand a essuyé aujourd'hui de nombreuses critiques sur sa gestion de l'épidémie. Et pendant ce temps, la Commission européenne propose de débloquer 150 millions d'aides en faveur des producteurs de fruits et légumes touchés de plein fouet par la crise. Les détails de ces propositions avec Mounir Soussi. La colère espagnole résonne jusque dans l'hémicycle du Parlement européen. Cet élu, concombre à la main, tente de réhabiliter l'agriculture de son pays, injustement mise en cause par les autorités sanitaires allemandes. Pour aider les maraîchers frappés par la crise de la bactérie E. coli, les ministres européens de l'agriculture réunis aujourd'hui à Luxembourg ont débloqué une aide financière de 150 millions d'euros. Nous allons proposer au Conseil une indemnisation supplémentaire en plus de ce qui est déjà prévu dans le cadre des organisations de producteurs. Et nous allons prendre en charge aussi les producteurs qui ne sont pas organisés à un niveau bien sûr un peu inférieur. L'enveloppe risque d'être insuffisante. Les agriculteurs espagnols estiment leur perte à 225 millions d'euros par semaine depuis le début de la propagation de la bactérie. Les Français chiffrent la facture à 5 millions d'euros dans l'Hexagone. Critiquée pour sa gestion de la crise, l'Allemagne est dans le viseur de la ministre de l'Agriculture espagnole. Rosa Aguilar souhaite que Berlin prenne en charge la totalité du manque à gagner des producteurs ibériques. Au Parlement européen de Strasbourg, le commissaire à la santé pointait du doigt la précipitation allemande.
Il est crucial que les autorités nationales ne se précipitent pas pour donner des informations sur la source de l'infection qui ne soient pas prouvées par des analyses bactériologiques. Les scientifiques continuent à chercher l'origine de la contamination. Depuis le début de l'épidémie, la bactérie a tué 25 personnes en Europe. L'invité de notre journal est Hervé Novelli, secrétaire général adjoint de l'UMP. Avec Hervé Novelli, nous allons passer en détail l'actualité politique du jour. Hervé Novelli, bonsoir. Bonsoir. La Convention nationale sur le social qui est organisée demain par l'UMP sera consacrée en bonne partie au RSA, mais aussi sur l'assistanat dans son ensemble. Pour vous, le RSA de Martin Hirsch, c'est la personne qui a créé ce RSA. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ce RSA de Martin Hirsch? Je l'avais dit dès le début de cette mesure, c'est une bonne chose parce que la création de ce RSA correspond à une bonne philosophie. De quoi s'agit-il? Tout simplement d'inciter et de privilégier le travail, l'activité, aux revenus de l'inactivité ou de l'assistance. Et donc c'est quelque chose de bien, de positif. Aujourd'hui, il faut regarder ce qui peut être amélioré dans ce dispositif. Car ce dispositif existe aussi avec un autre dispositif, la prime pour l'emploi, qui a la même philosophie, qui est touché par 7 millions de salariés, qui consiste à faire en sorte que les revenus de l'activité soient supérieurs là aussi aux revenus de l'assistance. Donc on a à regarder tout cela et les propositions de l'UMP qui seront faites demain et qui, je vous le rappelle, sont des propositions pour l'après 2012, visent, point 1, à rapprocher le RSA de la PPE pour ce qui concerne de la prime pour l'emploi, dont je viens de parler, à rapprocher le RSA activité, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui touchent un revenu complémentaire au titre du RSA, de regarder donc le rapprochement entre la prime pour l'emploi et le RSA d'un côté, et deuxièmement, pour le RSA ex-RMI, c'est-à-dire pour ceux qui sont éloignés de l'activité, faire en sorte qu'on puisse demander une contrepartie à ces ex-RMistes qui ne sont pas éloignés de l'emploi. Alors c'est peut-être ça le mot le plus important, demander une contrepartie finalement, c'est le fond de cette affaire. Vous allez demander aux bénéficiaires du RSA finalement de travailler et d'être payés, je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Donc tout travail méritant salaire, ils seront payés. Mais il y a d'abord... C'est un vrai changement de philosophie, Hervé Novelli. C'est la prise en compte aujourd'hui que les dépenses sociales qui pesaient 20% dans le PIB français en 1980 pèsent aujourd'hui 32%. Et donc on a à faire en sorte que ces dépenses sociales, qui sont pour une part justifiées, ne nous handicapent pas au moment de la reprise. Et donc, il faut réfléchir à ce concept de justice sociale. C'est l'objet de la Convention de demain. Hervé Novelli, qu'allez-vous faire des propos de Laurent Wauquiez qui avait mis le feu aux poudres, proposant des travaux d'intérêt général pour les bénéficiaires finalement que va devenir cette proposition? Est-ce que vous allez l'accepter? Cette proposition, elle part... On parlera de la polémique juste après, mais cette proposition... Cette proposition, elle est une proposition qui va dans le droit fil de ce que je viens de dire. Droit et devoir. Et donc, ce que nous demandons, ce contrat unique d'insertion de 5 heures qui sera proposé à des ex-RMistes devra être effectué. S'il y a plusieurs refus, il y aura une baisse des allocations. Donc vous dites finalement que Laurent Wauquiez avait raison peut-être un peu trop tôt? Vous savez, moi je me suis réjoui le premier des propos de Laurent Wauquiez, puisque depuis des années, nous demandons, nous, les libéraux, à ce qu'il y ait dans les revenus de l'assistance un tri qui soit fait et qui permette de recentrer ces revenus de l'assistance sur ceux qui en ont vraiment besoin et pour les autres, de les accompagner vers l'emploi. Ce qui est détestable, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de suivi individualisé pour toutes ces personnes très éloignées de l'emploi. Il y a des gens qui sont trop loin de l'emploi. Ceux-là, il ne s'agit pas de les stigmatiser. Ça, c'est pour le fond, Hervé Novelli. Vous aviez parlé à l'époque, à propos des propos de Laurent Wauquiez, de bruit médiatique.
finalement, il vous arrangeait un petit peu ce bruit médiatique aujourd'hui. Mais je l'avais dit du reste, ça rejoignait le fond de notre réflexion. Vous les réformateurs, car vous êtes l'aile libérale de l'UMP, donc finalement, quelque part, ça vous arrange. Ça ne nous a pas déplu que Laurent Wauquiez nous rejoigne dans un combat que nous menons depuis des années pour faire en sorte que l'assistanat dans ce pays ne dissuade pas les gens de retrouver un emploi lorsque celui-ci est proposé. C'est cela le fond du problème. Notre pays est le pays qui dépense le plus en matière sociale de tous les pays de l'OCDE. Et pour autant, l'efficacité n'est pas démontrée. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est tout l'objet de la Convention de demain, c'est recentrer nos dispositifs sur ceux qui en ont véritablement besoin et faire en sorte que tout ce qui a été rendu possible et même indispensable durant la crise, eh bien, en période de sortie de crise, ne nous handicape pas parce que nous dépenserions trop et cela pèserait trop sur nos finances publiques. L'assistanat, un cancer de la société, vous seriez encore d'accord pour reprendre les propos de Laurent Wauquiez aujourd'hui? Non, chacun ses mots mais sur le fond, Mais l'assistanat est un véritable problème qui est encore plus important lorsque l'on sort de la crise. Lorsque l'on sort de la crise, on a besoin d'avoir l'ensemble de ses forces mobilisées pour la compétitivité et pour l'emploi. On n'est pas dans des mesures électoralistes? Non, pas du tout. On est simplement dans une constatation que la justice sociale a été trop longtemps confondue dans ce pays avec la distribution tous azimuts d'allocations. Il est temps de rétablir le mot d'équité, recentrer nos allocations sur ceux qui en ont vraiment besoin. C'est cela que nous proposerons demain. Alors l'UMP organise des conventions, on en est déjà à 4 ou 5 depuis quelques mois. Et le 5 juillet, vous organisez aussi une convention sur la refondation sociale. Vous promettez, dit-on, un cocktail explosif avec des propositions qui vont faire beaucoup de bruit. Vous qui aimez le bruit médiatique, on sera servi. Comme l'abolition de la durée légale du travail. En bref, vous remettez encore une fois la durée légale du travail sur le tapis. C'est encore une fois pour plaire à un certain électorat, non? Non, c'est tout simplement... Ça n'avait pas marché une première fois, vous remettez une deuxième fois? Non, pas du tout. C'est simplement parce que le thème de cette convention, ce sera la refondation sociale. C'est quoi? C'est l'idée que dans une société, on peut parfois se passer de la loi. Et que parfois, dans notre pays, on légifère trop. Et que si on laissait les partenaires sociaux négocier, contractualiser, tomber d'accord dans les entreprises, on pourrait s'éviter un certain nombre de lois, comme par exemple la loi sur la durée du travail. Et c'est cela et rien d'autre. Faire en sorte que partout, comme partout ailleurs, on négocie dans notre pays sur la durée du travail. On a gommé les effets majeurs des 35 heures, mais cela coûte de l'argent et nous proposerons cette avancée vers la négociation dans le cadre d'un grand contrat social, je crois, dont notre pays a besoin. Le premier quinquennat du président de la République a été marqué par la nécessité d'aller vite pour faire un certain nombre de réformes. Le deuxième quinquennat, j'en suis convaincu, sera celui de la respiration sociale et notamment de la recherche d'accords, de négociations avec les partenaires sociaux. Armand Novelli, il nous reste peu de temps dans cette interview. Je voudrais qu'on parle quelques mots des élections sénatoriales qui auront lieu ici en septembre prochain. Je ne suis pas concerné. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP, pas personnellement, mais en tant que secrétaire général adjoint de l'UMP, vous avez sûrement votre mot à dire sur notamment la cacophonie que l'on voit sur les listes parisiennes. Est-ce que vous comprenez qu'on s'en prenne directement et qu'on fasse des listes dissidentes, quitte à créer justement un nombre de listes qui puissent faire perdre peut-être la droite ici au Sénat? Je n'irai pas jusque-là à parler de cacophonie. J'étais hier à la Commission nationale d'investiture. Vous savez que c'est cette commission qui accorde les investitures pour les sénatoriales. Et j'ai assisté à la discussion qui a eu lieu sur Paris, comme sur les autres départements. Mais Paris pose plus de problèmes qu'ailleurs. Eh bien, je peux vous indiquer que l'ensemble des participants, il y avait là le président de la fédération UMP de Paris, il y avait le député Claude Goisguen, eh bien, l'ensemble des intervenants concernés par Paris sont tombés d'accord, et c'est pour cela que les 5 premiers de la liste UMP on vous entend, à Paris Hervé Novelli. Ça n'empêche pas investis. certains maires d'arrondissements parisiens aujourd'hui de vouloir créer une liste dissidente, et notamment pour un ami, un ancien ami peut-être du président de la République, Pierre Charon. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde comprenne que les listes de rassemblement, et celle-ci en est une, elle l'est, et ces listes de rassemblement, eh bien, ne soient pas contestées par des listes dissidentes. C'est le prix de la désunion que nous paierions
au prix fort. Très court, les listes dissidentes, c'est un vrai risque de faire perdre la droite ici au Sénat? Je crois qu'il y aurait un risque, et c'est vrai que l'enjeu, c'est l'enjeu du Sénat dans son entier. On sait que ces élections sénatoriales seront difficiles. Je crois qu'il ne faut pas ajouter des difficultés aux difficultés, à la difficulté majeure et à l'objectif premier qui doit être de conserver le Sénat pour la majorité. Merci Hervé Novelli, merci d'avoir été l'invité de Public Sénat. Demain se tient la conférence nationale du handicap, née de la loi de 1905. Elle a lieu tous les 3 ans, c'est la 2e édition. Un thème phare cette année, la scolarisation des enfants. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Flora Sauvage, des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour Isabelle, scolariser sa fille, c'est un parcours du combattant. Bonjour jeune fille. Car Emma, 12 ans, est trisomique et il a fallu qu'elle se batte pour que sa fille puisse aller dans une école ordinaire. Et ce, malgré la loi de 2005 qui a instauré le droit d'inscrire à l'école tout enfant qui présente un handicap. Il faut faire entendre que notre enfant il a le droit d'être à l'école, il a le droit de manger à la cantine, comme les autres enfants. Et ça, c'est pas gagné une entrée. On peut avoir, on vous propose à mi-temps, mais pas de cantine, et pas de ci, et pas de là. Et si on n'insiste pas, on n'a pas un enfant qui est scolarisé à plein temps. Et pour être scolarisée à plein temps, Emma est accompagnée à l'école par une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. C'est aussi le cas de Marjorie, atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Mais le manque de statut pérenne des AVS pose problème. Ce n'est pas considéré comme un métier, c'est un grand vide en France. Ce n'est pas reconnu, donc elles sont très mal payées, elles ne sont pas reconnues, alors que leur fonction est capitale pour la réussite de l'enfant. À 13 ans, Marjorie est en 4e dans un collège ordinaire, ce qui lui permet de socialiser avec d'autres enfants. Parce qu'en réalité, je voudrais bien être comme les autres. Mais je ne suis pas comme les autres. Avec 200 000 enfants handicapés scolarisés en 2010, contre 133 000 il y a 6 ans, la situation s'est améliorée. Mais des difficultés demeurent, notamment au niveau de la formation des enseignants. Et pour parler de ce thème, notre invitée Monique Pelletier. Bonsoir Madame Bonsoir. Pelletier, vous êtes présidente du Conseil national handicap, ancienne ministre entre 1978 et 1980, excusez-moi. Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer demain. Absolument. Et faire sûrement un nombre d'annonces assez importantes, mais je vous entendais parler pendant le sujet qu'on vient de voir, vous n'êtes pas satisfaite de la politique actuelle. Je pense qu'il y a, vous savez qu'il y a une loi 2005 qui a donné beaucoup d'espérance aux familles. Et il y a tout de même 3,5 millions de personnes handicapées en France, avec leurs familles. C'est donc un public important. Alors, il y a eu des progrès. Ce serait ridicule de le nier. Il y a eu des progrès, mais qui ne répondent pas aux attentes, qui sont très lents. Et dans certains lieux, il y a une indifférence. Il faut dire le mot. Il y a une indifférence... Encore, le regard des gens n'a pas changé, il y a toujours un tabou. À accepter le handicap moteur, c'est-à-dire que le fauteuil roulant ne fait plus peur. Mais le handicap mental, mais le handicap sensoriel, mais bref, tout ce qui marque trop de différence fait encore peur. Et puis je crois, et il faut le dire, que... il y a une certaine indifférence de la part de ceux qui décident, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les médias, sauf vous qui ce soir en parlez. Peut-être que nous retransmettrons demain cette conférence en direct dès 9h30. Une indifférence de la part des chefs d'entreprise, parce qu'ils ne sont pas du tout au niveau exigé par la loi, ils préfèrent payer. Bon, je pense que nous sommes en Europe, la lanterne rouge. Toujours toujours. Les chiffres sont tout à fait accablants. Il y a eu des progrès. Je ne suis pas là pour dire on n'a rien fait. Alors, des progrès dans quel domaine très exactement? On l'a vu sur l'école dans le reportage. Est-ce que vous pensez que des progrès ont été suffisamment faits? Non, ils ne sont pas suffisants. C'est-à-dire qu'ils sont suffisants pour les enfants qui ont une toute petite différence. Mais lorsqu'un enfant présente un handicap, disons, qui nécessite un accompagnement, on manque de ce qu'on appelle les aides à la scolarité, les AVS, qui sont pas formés et puis qui sont très peu nombreux. Alors, on inscrit l'enfant à l'école, c'est la loi, le directeur ou la directrice inscrit l'enfant, mais après, au bout de 15 jours, on reçoit une lettre disant votre enfant n'est pas très adapté, il ne peut pas supporter. Donc il y a encore beaucoup d'entorses à la loi, c'est ce que vous voulez nous expliquer aujourd'hui. En matière d'accessibilité, en matière de participation des personnes handicapées à la vie économique du pays, à la vie politique.
j'avais lancé une campagne, nous avions lancé une campagne au moment des élections européennes et municipales pour que les candidats prennent dans leur liste, ça ne peut marcher que sur le scrutin de liste, des personnes handicapées qui se révèlent excellentes dans les conseils municipaux, dévouées, travailleuses, heureuses de participer à la vie. Eh bien, ça a été très peu, avec peu de résultats. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, justement, pour débloquer la situation, pour que les gens, justement, essayent, et notamment les entreprises, car on sait bien, et notamment la fonction publique, qui est très en retard. Absolument. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, j'ai demandé... Donner des pénalités? Non, ce n'est pas suffisant. Non, le bâton, ça n'est pas une réponse. L'argent n'est pas encore... Non, moi, j'ai demandé, avec un grand nombre d'associations et de personnalités handicapées, j'ai demandé au Premier ministre que l'année prochaine ait comme grande cause nationale le handicap. Et qu'à cette occasion, il y ait une campagne, comme il y a eu des campagnes sur la sécurité routière, sur le tabac, qui ont donné des résultats excellents. C'est-à-dire, plus du tout on ne veut plus du tout d'exhibitionnisme, on ne veut plus du tout de sentiments de paternalisme. Les personnes handicapées, elles veulent qu'on leur parle comme nous parlons tous les deux. Et on peut imaginer une campagne qui soit une belle campagne, une campagne convaincante. Et je demande au gouvernement de prendre l'initiative et surtout de financer une telle campagne. Je suis convaincu que cela ferait progresser le retard et le recul instinctif des gens par rapport au handicap. Sur l'emploi notamment et sur les entreprises, on en parlait. Alors il y a des entreprises très performantes. Les entreprises de plus de 20 salariés sont obligées d'embaucher plus de 6%. Pas plus, 6%. 6%, c'est déjà alors pas mal. La moyenne actuellement, nous sommes à 4,4% dans les entreprises. C'est un bel effort. C'est un effort, il faut bien sûr en convenir. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise qui progressent dans ce domaine disent que le climat dans l'atelier ou dans le magasin a changé. C'est-à-dire? Et parce qu'il y avait une réticence, peut-être au départ, des collaborateurs, des collègues. Et puis, ils se sont très intéressés à ce problème, qu'ils ont appris à comprendre, à connaître. Et ça a totalement changé. On a eu des témoignages tout à fait intéressant. Et poignant, sûrement, vous qui avez affaire toutes les semaines à des témoignages. À la fois de la personne handicapée qui vit dans un milieu normal, alors qu'elle est exclue et qu'elle reste totalement à côté de ce qui se passe, et du personnel. Seulement, il faut franchir un pas qui est celui d'une décision qui n'est pas toujours facile. Ça suppose peut-être des aménagements, mais il y a un organisme qui les finance. Bref, il faudrait plus de volonté. Ça coûte beaucoup d'argent, Monique Pelletier, tout ça? Bien sûr que ça coûte de l'argent. Mais le handicap est une injustice soit de naissance, soit d'un accident de la vie. Et les familles qui vivent cette situation sont véritablement à la fois très courageuses, mais il faut les aider, parce que c'est très dur. Et vous allez donc demander l'urgence demain au président de la République, que vous allez sûrement rencontrer dès demain matin? Il vient demain clore la journée, et je pense qu'on l'écoutera avec grand intérêt. Il y a 3 ans, pris des engagements qui ont, pour certains d'entre eux, été tenus, pour d'autres pas. Mais je crois que l'État seul, et je voudrais terminer par là, l'État seul ne pourra jamais tout régler. Je crois que mon idée que la communication, c'est le meilleur moyen de faire progresser le traitement du handicap en France, c'est de convaincre les hommes et les femmes de notre pays, quoi qu'ils fassent, que le handicap est fréquentable, et qu'ils demandent à vivre comme nous et avec nous. On va essayer, en tout cas, c'est pour ça que nous retransmettons dès demain matin à 9h30 sur notre antenne cette conférence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À 22h, vous retrouverez le journal de Sonia Mabrouk. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les programmes de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, un documentaire, La République des clandestins. Bonne soirée à tous. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.